vous souhaite la bienvenue aujourd'hui sur cette vidéo. Le thème du jour, pour tous ceux qui ont des équipes à motiver ou même pour vous-même, aujourd'hui on va parler d'intelligence émotionnelle. Ok ? Alors, je m'appelle Erwan, je suis coach, je suis formateur en management. Ma mission, c'est vraiment d'aider les gens à prendre tout leur potentiel pour exprimer tout ce qu'ils sont à l'intérieur et qui puissent impacter le monde à la hauteur de leurs espérances. Voilà. Et après avoir passé 17 ans dans l'industrie automobile, dans les bureaux d'études, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme gâchis au niveau du potentiel des gens qui étaient complètement sous-exploités. Et que y a énormément de choses à faire pour pouvoir avoir plus d'engagement de vos équipes, plus de motivation, plus de satisfaction et avoir des résultats complètement différents de ce que vous avez peut-être aujourd'hui. Voilà. Alors, pourquoi l'intelligence émotionnelle ? J'ai l'habitude de dire, quelquefois à certaines personnes, en fait, ta vie, c'est juste une longue suite d'émotions. Et finalement, c'est les émotions que tu vis tout au long de la journée qui fait que à la fin, tu as une sensation d'avoir passé plutôt une bonne journée ou une mauvaise journée. C'est-à-dire que les émotions, c'est ce qui forme notre perception du bonheur, de ce que l'on vit. Si on vit tout le temps dans le stress et dans la colère, ou si on vit dans la plénitude et dans l'amour, on n'a pas du tout le même ressenti en fin de journée. Et corporellement, on n'aura pas du tout la même tête et le même corps non plus, quoi. Si vous vivez dans le stress tout le temps, vous allez finir la journée comme ça, complètement tendu de partout, avec des douleurs. Si vous vivez dans le calme et la zénitude, vous êtes tout détendu, tranquille, vous n'allez pas forcément avoir mal à la tête ou quoi que ce soit. Donc, mine de rien, les émotions, c'est ce qui gouverne notre vie. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment faire pour gérer ces émotions. Et vous allez voir que finalement, avec ce que je vais vous montrer, c'est pas si compliqué que ça. Ok ? Alors d'abord, c'est quoi une émotion ? Ça vient d'où ? Qu'est-ce que c'est ? Les émotions, c'est quelque chose qui est produit, donc c'est de la chimie, donc c'est le corps qui gère les émotions. Et c'est simplement un mode de fonctionnement que notre cerveau avait il y a très 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 longtemps, que l'homme n'avait pas encore de cerveau devant là, le cortex préfrontal. Et en fait, l'homme n'avait pas encore la capacité de réfléchir, d'analyser et n'avait pas encore acquis le langage. Ok, donc ça c'est vraiment il y a très longtemps. Et à l'époque, quand l'homme de Cro-Magnon voyait un tigre aux dents de sabre là en face de lui, il n'avait pas la capacité mentale de se dire « Oh là là, il y a un méchant tigre, je vais prendre les jambes à mon cou pour courir. » Non, ça, il n'avait pas cette capacité-là. Donc, pour la survie de l'espèce, qu'est-ce que faisait le cerveau ? Le cerveau disait « Oh là là, grosse peur !» Donc il envoyait une décharge d'adrénaline dans le corps, c'est-à-dire que le rythme cardiaque s'accélère, et là les capacités physiques sont un petit peu aidées avec l'adrénaline, pour que le gars qui voyait le tigre puisse s'enfuir et se sauver. Ok ? Donc les émotions sont un peu des fonctionnements réflexes de notre cerveau le plus ancien, le plus basique. Et en fait, aujourd'hui, on vit toujours avec ça. C'est-à-dire qu'on a une capacité, aujourd'hui, maintenant, d'analyse et de réflexion qui est beaucoup, beaucoup plus importante qu'auparavant. C'est-à-dire que maintenant, on est capable de dire, attention, j'ai un animal qui arrive devant moi, t'inquiète pas, il n'y a pas de danger à avoir, ou, ah si, il y a vraiment danger, mais j'ai la capacité de réfléchir et de trouver une solution, c'est-à-dire la meilleure solution pour m'enfuir, rester, le combattre, ou quoi que ce soit. Et on vit aujourd'hui avec ces deux-là, c'est-à-dire cette capacité de réflexion, mais aussi cette décharge émotionnelle qui peut nous arriver à longueur de journée et dont on ne sait pas forcément quoi faire. Et l'intérêt de l'intelligence émotionnelle, c'est d'utiliser les deux pour bien comprendre ce qui se passe et gérer un petit peu tout ça pour aller vers un mieux-être dans sa vie. Ok ? Alors, je vais faire une toute petite pause. Je vais regarder là, si j'arrive à voir le live sur Facebook.
Comme ça, si vous avez des questions, je pourrai y répondre au fur et à mesure. Alors, j'arrive pas à voir le live. Alors, Facebook. Ok, c'est pas grave. Alors, l'intelligence émotionnelle, comment ça fonctionne? Déjà, chaque être humain, qui que tu sois, où que tu sois, on a tous des besoins. Les besoins qu'on va voir ici. Et ce sont ces besoins qui, finalement, drive un petit peu notre vie. C'est-à-dire dans notre capacité à déjà reconnaître ses besoins et à savoir les satisfaire ou pas. Et on va voir ce qui se passe quand ils sont pas satisfaits. Alors, en termes de besoins, les premiers besoins que l'on a sont des besoins très très primaires, qui sont des besoins liés à la sécurité. Sécurité. C'est-à-dire que, quoi qu'on fasse dans notre vie, si les premiers besoins là ne sont pas respectés, on n'est pas capable d'aller beaucoup plus loin. Besoin de sécurité, c'est en gros besoin de survie, manger, boire, dormir, avoir un toit, avoir un minimum d'argent pour sustenter à ses besoins, pour se déplacer, ce genre de choses. Ok ? C'est-à-dire que tant que ces besoins-là, déjà les premiers besoins qui nous permettent de vivre ou même de survivre, ne sont pas respectés, c'est même pas besoin d'aller plus loin. Okay, c'est-à-dire que quelqu'un qui sait pas ce qu'il va manger le lendemain, ou il va dormir le soir même, vous pouvez pas lui demander beaucoup de choses, vous pouvez pas le faire travailler, vous pouvez pas le faire s'investir dans des choses comme ça, parce que il va mobiliser toute son énergie pour sa survie, ok, pour répondre à son besoin de sécurité. Donc, quoi qu'il arrive dans vos équipes, faites en sorte que les gens soient en sécurité. D'ailleurs, pour ceux qui ont regardé la vidéo sur la motivation, c'est dans la pyramide de la motivation, c'est le premier palier en bas. Ok, ben, ça correspond à nos besoins. Premier besoin de sécurité pour savoir que, ok, je suis là, tout va bien, il n'y a pas de souci. Et à partir du moment où on se sent sécurité, on peut passer à autre chose. Mais c'est vraiment la première des choses. Donc, besoin de sécurité. La deuxième chose, deuxième type de grand besoin que les personnes peuvent avoir, on va avoir des besoins affectifs. Besoins affectifs, c'est-à-dire qu'on a besoin de se sentir aimé, d'aimer, d'être en lien, d'être en contact, d'être reconnu ou de donner de la reconnaissance aux autres. C'est tout ce qui concerne vraiment le lien humain, la connexion à l'autre, parce que l'homme, de toute manière, n'est pas fait pour vivre seul. L'homme est un animal grégaire et il ne peut absolument pas vivre seul. À une époque très lointaine, au Moyen-Âge, on a fait des expériences sur des enfants qu'on a élevés. On leur a donné tout ce qu'il fallait ici pour qu'ils survivent, c'est-à-dire à manger, un toit, quoi dormir, tout ce qu'il leur fallait. Mais on ne leur a jamais parlé. On leur a jamais montré de signes de distinction particulière. On leur a jamais donné d'affection ou de reconnaissance dans quoi que ce soit. Et finalement, les enfants n'ont pas réussi à se développer, ils se sont laissés mourir. Okay, c'est-à-dire que ces besoins affectifs sont absolument énormes et on a tous à un moment donné, alors plus ou moins en fonction des personnes, mais on a tous à un moment donné besoin de ces signes de reconnaissance ou d'affection de la part du monde extérieur. Donc ça, c'est tout ce qui est besoin affectif. Ensuite, on a des besoins intellectuels. Alors c'est quoi besoin intellectuel? C'est besoin d'apprendre, de comprendre, besoin d'analyser ce qui se passe, besoin de chercher, de creuser les choses, de se nourrir de cette manière intellectuelle où on sent qu'on va évoluer dans notre apprentissage, dans notre connaissance. Et puis ensuite, une fois qu'on a appris, il y a des gens qui ont un énorme besoin de retransmettre
tout ce qui leur a été donné. Ok, c'est de transmettre des valeurs, c'est de transmettre des compétences, c'est de transmettre leur expérience, tout ce qu'ils ont vécu pour éviter que ça puisse se reproduire. Enfin voilà, tout ça, c'est besoin intellectuel, c'est-à-dire qu'on a été nourri, on a structuré une pensée, on a structuré des idées, on a structuré des valeurs, des choses comme ça. On a besoin de se nourrir encore plus là-dedans et peut-être besoin de donner et de restituer par la suite. Donc nourrir tout ce qui est intellectuel. Ensuite, on a des besoins qui peuvent être de l'ordre du spirituel. Les besoins spirituels, c'est à partir du moment où on se pose la question, mais qui suis-je ? C'est-à-dire, quelle est mon identité et ma mission sur cette terre ? C'est quoi ma mission dans cette vie, quoi ? Qui suis-je ? Où vais-je ? Dans quelle étagère ? Enfin, ce genre de trucs. C'est vraiment se poser la question de sa présence dans le monde et de savoir qu'est-ce que je peux apporter au monde autour de moi, aux gens autour de moi. Donc ça, c'est vraiment la notion de spiritualité. C'est-à-dire, on se pose des questions un peu plus grandes que juste moi. Vous voyez, il y a moi, qu'est-ce que je fais ce soir ? Dans le sens, est-ce que j'ai de quoi manger, dormir, vivre ou survivre ? Ensuite, on a besoin de se sentir un peu aimé, reconnu dans ce que l'on est. Voilà, en tant qu'être humain, pour nourrir un petit peu notre humanité. Besoin intellectuel d'apprendre. Ensuite, trouver sa position par rapport à la vie. Et puis, on peut même avoir des besoins oniriques. Onirique. C'est-à-dire que là, c'est encore plus grand. C'est-à-dire, finalement, ma mission, à quoi elle contribue pour une cause encore plus grande que moi. Tiens, ok, moi je suis là. Je dis au début, ma mission, c'est de participer à ce qu'un maximum de personnes puissent exploiter complètement leur potentiel. Alors ça, c'est génial, c'est ma mission pour moi, mais à quoi ça contribue derrière ? Eh ben, parce que j'ai construit l'école des leaders du nouveau monde, parce que sur cette terre, j'ai envie vraiment que chacun, en se reconnectant à son potentiel, plus construire un monde qui soit plus dans l'amour, dans la paix, dans la bienveillance, où il y a le moins de conflits possible. J'ai un petit côté neuf en ennéagramme, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc ce côté onirique, c'est à quoi j'ai envie de contribuer, qui n'est pas juste pour moi, c'est pour l'ensemble de ce qui se passe sur cette planète, quoi, ou l'ensemble de la cause pour laquelle je travaille, et j'ai envie de mettre du temps, de l'énergie et de l'argent. Voilà, besoin onirique. Alors, on n'est pas tous égaux, nous ne sommes pas tous égaux par rapport à ces besoins. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de plus de sécurité et de spirituel, et puis moins d'affectif, moins d'intellectuel. Il y en a qui vont avoir un gros besoin d'onirique, c'est-à-dire que s'ils ne sont pas dans une énorme cause qui les touche très profondément dans leurs valeurs, ils ne vont pas se sentir animés, ils ne vont pas avoir beaucoup d'énergie pour se lever tous les matins. Ils ont absolument besoin de s'inscrire dans quelque chose de très très grand ici. Voilà, chacun a son système de besoins. En tout cas, c'est super important pour vous aujourd'hui, là où vous en êtes, de déjà commencer à lister un peu quels sont vraiment vos besoins et de vous demander dans quelle partie il se situe. Ok ? Et là déjà, à partir de là, on parle d'intelligence, c'est-à-dire cerveau gauche, on va analyser ce qui se passe et on va voir tout de suite quel est le lien par rapport à l'émotionnel. Alors, l'émotionnel. Ce qui se passe quand vous avez un besoin, il doit être absolument pris en compte et nourri assez rapidement. Sinon, ça devient vite la catastrophe. Par exemple, vous êtes sur la plage, il est 14h, vous êtes en plein soleil, et là, vous sentez qu'il y a un truc qui vous dérange un peu. Vous sentez une pointe d'agacement, vous ne savez pas trop ce qui se passe. Et là, en fait, c'est qu'il y a un besoin qui est là. S'il y a une frustration, c'est forcément il y a un besoin derrière.
qui n'est pas respecté. Et ça va former une forme de première couche, là, qu'on va dire une forme d'agacement. Quelque chose qui cloche, mais vous savez pas encore tout à fait ce qui se passe. Et ce besoin, c'est... On dit, en fait, je suis sur la plage, là, il est 14 heures, mais en fait, je sens que je commence à avoir soif. Ok. C'est-à-dire que là, vous avez un besoin qui fait partie de la sécurité, c'est-à-dire, c'est juste de s'hydrater correctement pour être en bonne santé. Et si ce besoin n'est pas complètement respecté, vous allez voir que de l'agacement, au départ, vous êtes juste un peu agacé parce que vous n'avez pas d'eau sur vous et c'est un tout petit peu gênant, vous allez voir que va se découler tout un tas de pensées et de comportements que vous allez mettre en place qui peuvent être assez dévastateurs à la fin si vous persistez dans la non-reconnaissance de votre besoin. Vous avez soif, donc vous êtes agité, vous commencez à vous tourner d'un côté, de l'autre, vous ne savez pas ce qui se passe, vous dites « Ah, j'ai soif ». Après, vous fuyez votre besoin, vous dites « Non, mais en fait, c'est pas possible, je sors de table, je peux pas avoir soif, j'ai bu il y a une demi-heure, c'est pas grave, ça va aller, quoi ». C'est-à-dire que vous fuyez votre besoin, donc vous n'en prenez pas compte. Ensuite, vous dites « Non, mais... de toute façon, c'est pas grave, ça va bien se passer quand même, je peux rester 2 heures sans boire, ça va pas me tuer. » C'est-à-dire que là, vous suradaptez, c'est-à-dire que vous utilisez votre créativité pour justifier le fait que vous avez soif, mais que c'est pas si grave que ça. Donc là, c'est une suradaptation complète de votre besoin. Donc là, vous dites non, j'ai pas soif et de toute manière, je n'ai pas besoin. Et vous campez sur votre position. Sauf qu'au bout d'un moment, votre corps va parler pour vous, c'est-à-dire que de toute manière, corporellement, vous allez avoir du mal à rester sans rien faire, donc vous allez quand même commencer à bouger dans tous les sens, donc ça c'est la phase d'agitation. Et puis après cette agitation, vous allez commencer à avoir des comportements un peu plus agressifs envers vous ou votre environnement. Alors envers vous, c'est... affirmer encore plus fortement que vous n'avez pas besoin de boire. Non, j'ai pas soif, c'est pas vrai. Vous êtes tout desséché, tout rouge de partout, mais non, vous n'avez absolument pas soif. Donc ça, c'est une forme d'agression vers soi. Ou alors agression envers les autres. Parce que là, vous comprenez pas, mais il y a une jeune fille juste devant vous qui sort sa bouteille d'eau comme ça. Hop là, et qui boit 1 demi-litre juste devant vous, et là, vous allez être agressif envers elle en lui disant « Non, mais c'est pas possible, on n'a pas idée de boire comme ça devant les gens. » Bon, elle a rien demandé, elle comprend rien du tout à ce que vous lui demandez, mais c'est juste que vous, cette agressivité-là, il faut qu'elle ressorte d'une manière ou d'une autre. Et puis, la phase d'après, c'est que vous allez tomber dans la violence, alors toujours envers vous-même ou envers les autres, c'est-à-dire que la violence, c'est dire « Non, j'ai pas soif », vous passez un cran de plus dans la non prise en compte de votre besoin, et là vous tombez complètement soit dans l'insolation ou dans la déshydratation, ce qui est vraiment violent pour votre corps, mais vous le justifiez avec votre cerveau, non, c'est pas vrai, j'ai pas besoin. Ou alors, vous agressez, vous devenez violent envers les gens autour de vous, jusqu'à leur taper dessus, pour qu'ils vous donnent de l'eau, parce que ils n'ont pas compris que vous aviez soif, quoi. C'est terrible, ça. Ok, donc voilà, donc spirale de comportement qui peut aller très très loin, juste parce que au départ vous avez un besoin et que vous ne pouvez pas le prendre en compte. Alors je vais mettre en bas les émotions qui sont dites négatives. Alors c'est pas, moi je pense pas qu'une émotion soit positive ou négative. C'est juste qu'il y a des émotions qui sont plutôt agréables ou des émotions qui sont plutôt désagréables. Donc celle-ci, je veux dire que c'est plutôt les sensations désagréables. Donc au début, on va avoir un peu d'agacement, un peu de choses comme ça. Et puis, on va tomber dans l'une des 4 émotions plutôt désagréables. Et la première, ça peut être la peur. Ça peut être la tristesse. Alors la dernière, c'est le rejet ou
le dégoût. Et la troisième, j'ai oublié, savoir. Si vous avez un besoin ici qui n'est pas complètement respecté, au-delà de l'agacement, derrière, il y a quelque chose qui va monter. Et voilà, c'est ça. Quelque chose qui va... La colère, donc un sentiment qui peut monter. Et par exemple, ça peut être de la peur. Vous allez sentir que vous êtes complètement stressé, ça peut complètement vous bloquer, vous paralyser, vous n'aurez plus à réfléchir physiquement, vous n'aurez plus à bouger. Et en fait, quand on ressent de la peur, c'est-à-dire qu'il y a différents degrés, quoi. Hein. Degrés comme ça, et puis petit à petit, vous allez dans l'intensité de l'émotion. Et quand vous descendez très profondément dans la peur, la peur est simplement le fait que vous vous sentez en danger. Alors je cherche mon crayon. C'est-à-dire la peur, ça veut dire que quelque part, vous vous sentez en danger. Donc, à partir de maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est que dès que vous commencez à avoir les premiers signaux d'agacement et de peur, alors ça peut être, au départ, on peut appeler ça du stress, de l'inquiétude, stress, inquiétude, et puis plus tard hein, de la peur, puis de la phobie quand on est complètement tout en bas. Mais le plus tôt possible, prenez du recul par rapport à l'émotion. C'est-à-dire, ok, là je me sens pas bien, qu'est-ce qui se passe? Et à partir de ce moment-là, plutôt que de nourrir cette émotion et de vous laisser complètement submerger par cette émotion de peur, de stress, quoi que ce soit, prenez du recul par rapport à la situation. C'est comme si vous montiez dans une montgolfière et vous vous regardiez depuis 3000 mètres d'altitude, là, en train de vivre votre situation qui vous inquiète, et de vous dire, ok, qu'est-ce qu'il a à cet endroit me provoque ce type de réaction qui m'amène vers l'inquiétude. Et quand vous prenez du recul, si vous voyez que en fait vous vous sentez en danger là où vous êtes, c'est-à-dire que derrière, plus vous allez amener de précision sur ce qui vous met en danger, plus vous allez pouvoir apporter une action corrective. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans les entreprises qui ont des situations, des postes, des choses comme ça, qui sont pas sécurisées. Dans le sens où vous avez besoin de renfort dans votre équipe, vous allez chercher quelqu'un dans l'équipe d'à côté, vous l'amenez ici, mais pour un temps indéterminé. Indéterminé, c'est-à-dire que la personne, peut-être que si elle n'est pas forcément très habituée au changement, on la met dans un endroit et elle ne sait pas combien de temps ça va durer. Peut-être qu'elle, ça la met en insécurité. Savoir si demain elle sera encore là ou plus là. Et dans ce cas-là, le type d'émotion qu'elle va vivre tous les matins en arrivant au travail, en ne se sentant pas complètement sécurisée dans le poste, alors c'est pas sécurité, c'est pas vital comme truc. C'est juste que, ne sachant pas si elle est là pour 1 heure, 2 heures, 2 jours ou 2 mois, il y a juste un sentiment qui vient tout le temps et qui la met en difficulté et qui l'empêche d'être complètement ouverte, disponible, attentive et dans la créativité, dans le don de son énergie et de ce qu'elle est pour vous aider dans votre entreprise, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une part d'elle qui est dans la peur, qui se sent en danger à cause de ce positionnement-là particulier. Ou alors, imaginez certaines professions, comme les pompiers, qui doivent intervenir dans des quartiers difficiles où on peut leur jeter des cailloux. Ils peuvent avoir une certaine forme de peur, ils peuvent se sentir en danger, parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'extérieur qui n'est pas bordé, qui n'est pas sécurisé, qui fait qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas se concentrer pleinement sur leur mission, tant qu'il y a cette émotion qui est là à travers eux, et qui peut avoir des conséquences
physiques, quoi, qui vous empêchent d'agir, de penser, de choses comme ça. Ok? Donc, dès que vous ressentez la moindre petite once de peur, posez-vous la question, mais en fait, si je ressens cette peur, en quoi je me sens en danger? Et avec votre cerveau gauche, c'est-à-dire c'est la partie intelligence, c'est-à-dire qu'on va allier l'intelligence de votre analyse, votre capacité de réflexion avec les émotions que vous vivez. Et quand vous aurez cette capacité d'allier les deux, bah, c'est absolument gagné, c'est super. Donc, regardez de haut, de la montgolfière, regardez ce qui se passe, regardez qu'est-ce qui vous met en danger et apportez une solution. C'est-à-dire que la personne qui se sent en danger, parce qu'elle est dans un poste, je sais pas moi, en intérim renouvelé toutes les semaines et elle ne sait pas ce qui se passe, allez demander des précisions, des conseils, n'importe quoi, mais ne restez pas avec cette peur. Faites en sorte que d'avoir des réponses qui vous permettent d'agrandir un petit peu votre zone de sécurité. Peut-être qu'on ne pourra pas vous apporter toutes les réponses que vous attendez, mais vous, au moins, prenez les choses en main pour faire en sorte d'élargir cette zone de sécurité. De plus que par rapport à la peur, quand on passe à l'action, la peur diminue, parce que le corps n'est pas capable de tout faire, quoi. Le corps n'est pas capable de générer de la peur à l'intérieur de vous pendant qu'il est en action. Donc passez à l'action et ça va diminuer votre niveau de peur. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a des gens qui peuvent tomber dans la tristesse. À un moment donné, on vous fait une réflexion, une remarque particulière, un collègue qui dit « Non, mais toi, de toute façon, on ne peut pas comprendre. » Et là, vous vous sentez touché par cette remarque. Et vous vous rendez compte que vous baissez d'énergie, que vous repliez sur vous, et que, en fait, ça vous met dans un sentiment de solitude, de tristesse. Ok ? Alors ce sentiment de tristesse vient, en fait, quand on perd le lien. C'est une perte de lien. Ok ? Alors, perte de lien avec son environnement extérieur, c'est-à-dire avec les gens qui composent votre environnement. Et ça, c'est extrêmement important pour les managers d'être très attentifs à ça. À partir du moment où vous faites une remarque à quelqu'un, un feedback qui soit pas forcément positif, mais une remarque qui va remettre en cause la personne ou son comportement ou ses actes ou ses résultats ou quoi que ce soit, le gros risque qu'il y a derrière, c'est que la personne se sente personnellement touchée, attaquée par ce que vous lui avez dit, même si c'est pas votre attention. Et dans ce cas-là, elle va couper le lien, se replier sur elle, et dans ce cas-là, va tomber dans la tristesse, tout simplement. Ok ? Donc, quand vous vous sentez triste, réfléchissez, pareil, dans la montgolfière, en prenant de la hauteur, sur finalement, mais quel est le lien que j'ai perdu ou que je suis en train de perdre qui fait que je me sens triste. Ok ? Et ça, vous pouvez le faire partout. C'est-à-dire dans le monde du travail, avec votre conjoint, avec vos enfants, quelle que soit la situation, s'il y a un moment donné où il y a un début de conflit ou juste une remarque, ça peut suffire, qui vous touche, et vous observez, vous allez vous mettre en retrait et ressentir cette tristesse qui va commencer à monter à l'intérieur de vous. Donc, quand il y a cette tristesse, c'est que vous êtes en perte de lien. Et là, la meilleure chose à faire, c'est de retourner vers les gens pour recréer du lien. Alors, pas avec la même personne, mais sortez, allez voir d'autres personnes, appelez vos amis, faites quelque chose, mais qui vous redonne du lien. C'est-à-dire qui vous reconnecte avec vos semblables et qui vous reconnecte à l'humanité. C'est-à-dire qu'en vous reconnectant à l'humanité extérieure, vous vous reconnectez à votre humanité à vous. Et là, vous allez revenir vers quelque chose de beaucoup plus sympathique.
Le lien, vous pouvez aussi perdre le lien avec vous-même. Et ça peut arriver très souvent. Moi, je sais que ça, c'est quelque chose qui m'arrive. Je perds le lien avec moi. C'est-à-dire que à un moment donné, par peur de dire non, c'est-à-dire par peur de décevoir certaines personnes, je n'osais pas leur dire non. Donc, je me retrouvais certaines fois, à certains endroits, dans des lieux, dans des événements, où à un moment donné, au bout de 5 minutes, je me demandais, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais ici? Ça n'avait strictement aucun sens pour moi, pour là où j'en étais dans ma vie, ça ne m'apportait rien, ça ne me nourrissait pas. C'est juste que, comme j'avais peur de dire non à une personne, eh ben, je me perdais complètement, c'est-à-dire je me perdais moi. C'est-à-dire que là, j'avais plus de lien avec mes besoins, avec qui j'étais, avec mes valeurs, avec plein de choses. Donc en fait, eh ben, je me coupais tout seul, et je me sentais triste tout seul dans mon coin, juste par ma faute. Ok? Donc là, le truc, c'est de se dire, ok, là, a priori, je me sens pas super bien à cet endroit-là. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je me sens triste, parce qu'il n'y a rien qui me nourrit. Ok, tristesse, donc c'est-à-dire, mais quel lien je suis en train de perdre? En fait, c'est juste que je suis en train de perdre le lien avec moi, parce que ça n'a aucun sens d'être à cet endroit-là, à ce moment-là. Ok? Donc ça, tristesse, souvent liée à un besoin affectif, la plupart du temps, on s'en seul, mais pas que. Ensuite, une grande émotion que beaucoup de gens connaissent, moi aussi, la colère. Et là, la colère, autant la tristesse, ça nous met en énergie basse, on se replie sur soi, autant la colère, waouh, c'est une énergie très haute. Là, on a besoin de l'extérioriser. Enfin, c'est mieux que ça sorte plutôt que ça reste. Juste un truc, hein, une colère de 5 minutes, c'est 5 heures pour l'évacuer. Hein, je vous ai dit en début de vidéo, la colère, c'est de la chimie, c'est des hormones qu'on produit. Et là, c'est le cortisol. Et notre corps met 5 heures à l'évacuer. Et pendant ce temps-là, il limite le fonctionnement de notre système immunitaire. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, on n'a plus trop de défense sur tous les microbes qui peuvent passer dans le coin. Donc, la colère, c'est quelque chose de très important à pouvoir gérer parce que ça a des conséquences sur notre santé. Voilà. Puis la colère, les femmes, vous la stockez en cellulite après. Donc ne vous mettez pas en colère, c'est dommage pour vous. Voilà. Donc, quand on se met en colère, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette colère qui monte? Parce qu'on se met pas en colère pour rien en général. Quand on se met en colère, 100% des gens ont une bonne raison de se mettre en colère. Même si elle n'est pas comprise par tout le monde. Au moins, celui qui se met en colère, il sait en général pourquoi. Et ce qu'il y a derrière, c'est que la colère, c'est tout simplement un non-respect de la règle. Donc colère, non-respect de la règle. Alors ce qui est marrant avec ce truc-là, c'est que en général, c'est une règle à nous, que les autres ne connaissent pas forcément. Et on est capable de se mettre en colère parce qu'une de nos règles n'a pas été respectée, même si l'autre en face, il n'est pas censé la connaître. Vous imaginez ça? C'est-à-dire que votre équipe arrive en réunion, et là, il y a Bob qui s'assoit et qui commence à se mettre en colère, à être énervé, à être agressif envers les autres. Et là, vous lui dites, écoute Bob, je comprends pas, qu'est-ce qui t'arrive ce matin? Et elle a dit, ouais, c'est l'autre, il a pris ma place. Ok Bob. Sauf que il n'y a pas de place attribuée, les sièges ne sont pas numérotés, vous n'avez pas d'étiquette, personne n'est placé. Mais Bob est en colère quand même. C'est-à-dire que dans la tête de Bob, parce que ça fait 2 réunions qu'il s'est assis à cet endroit-là dans la salle, sur cette chaise-là, il a intégré de lui-même, avec lui-même, que cette chaise-là était sa place. Et à partir du moment où quelqu'un qui n'a aucune conscience de ça lui prend sa chaise, lui il se met en colère, parce que sa règle à lui n'a pas été respectée.
Mais pour les gens qui sont très respectueux des règles en général, quand vous voyez un mec grillé en feu rouge, vous pouvez avoir une montée d'adrénaline, là, parce que ça vous met en colère de voir le type qui brûle le feu rouge. Ouais, c'est dangereux, c'est n'importe quoi, chauffard. Ok, c'est juste par rapport à la règle. Ou alors une personne qui vient vous voir et qui oublie de vous dire bonjour parce qu'elle est complètement sous stress, complètement débordée et elle a absolument besoin de sa réponse parce que pour elle, il y a une espèce de besoin de sécurité vitale parce que si elle finit pas son dossier avant ce soir, elle a peur de se faire virer. Ok, donc elle a un besoin qui est énorme de réussir à faire ce dossier parce que sinon elle va être virée, donc elle a besoin de sécurité, donc peut-être qu'elle met pas tous les bons comportements en place en venant communiquer avec vous, elle oublie de vous dire bonjour. Et vous, si elle vous dit pas bonjour, eh ben vous avez comment dire, un besoin qui serait là dans l'affectif, c'est-à-dire de créer une relation cordiale en disant bonjour. Donc cette règle-là n'est pas respectée, donc vous mettez en colère. C'est-à-dire que vous avez deux personnes qui vont rentrer en conflit juste parce que elles ont chacune des besoins qui sont pas les mêmes à ce moment-là, et ce sont toutes les deux des personnes qui n'ont pas conscience de leurs besoins et n'en ayant pas confiance, qui ne peuvent pas les verbaliser et expliquer ce qui se passe. Ce qui fait qu'on tombe sur deux personnes qui vont entrer dans des comportements qui peuvent être de plus en plus forts et finir par se taper dessus, juste parce qu'une personne dit « Bah écoute, je suis vraiment très pressé, j'ai jusqu'à 16h ce soir pour finir ce dossier-là et j'ai vraiment très très peu de temps. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux me donner les éléments dont j'ai besoin pour le finir ?» Voilà. Et en explicitant un tout petit peu ça, la personne en face va beaucoup mieux comprendre ce qui se passe. Et peut-être que même s'il n'y a pas eu le bonjour, quand elle va comprendre l'urgence de la demande et l'état de stress de la personne, elle pourra se dire « Ok, bon, bah, je pense que pour bonjour, je peux attendre demain. » Mais sans doute que demain, quand elle aura fini son dossier, on pourra en reparler et ce sera plus facile pour elle et pour moi. Ok, donc là déjà, un premier besoin exprimé. Ou alors, la personne peut simplement répondre « Alors écoute, j'ai bien conscience du degré d'urgence de ta demande. Cependant, j'apprécie vraiment quand tu me dis bonjour avant de me demander des tas de documents dans tous les sens. » Exprimez votre besoin. S'il n'y a pas de demande, l'autre en face ne peut pas deviner. Et c'est pareil dans les couples, les filles. Les allusions ne fonctionnent pas. Non, pas du tout. Verbalisez vos demandes, verbalisez vos besoins. Et ça, vous pouvez le faire à longueur de journée. Et quand vous osez verbaliser un besoin à quelqu'un, vous verrez qu'il ne peut pas vous dire non. C'est pas possible. C'est un besoin que vous avez. Point barre. C'est indiscutable. Ce n'est pas négociable. Vous avez ce besoin-là. C'est tout. Donc vous allez tout faire pour chercher à le nourrir, à le remplir. C'est tout. Donc, besoin de sécurité, besoin de lien, besoin de comprendre ce qui se passe, et vous pouvez le demander. C'est-à-dire qu'à un moment donné en entreprise, quand on vous demande des tâches, ou alors quand on vous demande d'appliquer une nouvelle politique dans votre équipe que vous-même ne comprenez pas. Alors là, c'est un peu pour moi, je dis ça. Moi, je l'ai vécu beaucoup, ça. Vous savez, bah, maintenant, on fait plus comme ça, on fait comme ça, et tu as expliqué aux gens la nouvelle manière de procéder. Ok, mais moi qui ai un énorme besoin de comprendre le pourquoi du comment, en fait, ça me mettait complètement sous stress. Et soit je tombais dans la colère, en disant, oui, c'est n'importe quoi, ça ne marchera jamais, enfin, tu es en réaction complète à ça, parce que mon besoin de comprendre, il n'était pas respecté. Donc ce que j'ai appris à faire par la suite, c'est dire, alors ok, là, vous me demandez d'appliquer telle chose, telle chose, telle chose. Mais qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau mode de fonctionnement? Ou qu'est-ce qui fait que vous voulez fonctionner de cette manière-là? Quel sens il y a derrière?
quels sont les avantages que l'équipe et moi-même, on va tirer de ce nouveau mode de fonctionnement. Expliquer les choses. Ok? Voilà, pour sortir de la colère, ou alors en sortir de la tristesse. Parce que quelquefois, quand on me demandait des choses qui n'avaient pas de sens pour moi, je pouvais me mettre en retrait, dans le sens où je me sentais incompris, et dans ce cas-là, hop, je me repliais sur moi, et dans ce cas-là, je tombais dans la tristesse. En disant, oui, de toute façon, personne ne me comprend, c'est terrible, je me réfugiais dans ma bulle. Et là où il y a des gens qui ferment la porte de leur bureau, qui baissent les lumières, qui se mettent à travailler comme des forcenés, en mettant non, ne pas déranger. Ok? C'est juste que, à mon avis, il y a un peu de ça, là. Perte de lien, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas compris ou qui s'est pas passé. Ok? Alors, il y a quand même des fois où ça se passe bien, heureusement. Il y a plein de fois où ça se passe bien, mais là, finalement, si ça se passe bien, vous n'avez pas grand-chose à faire à part profiter un maximum de ce qui se passe. Quand on a nos besoins, qui tout d'un coup sont nourris, parce que ça se passe bien, parce que vous en prenez soin, et ben là, vous pouvez avoir, en gros, 3 types d'émotions positives ou agréables. Alors, vous allez avoir sentiment de paix, sentiment d'amour, et émotion de joie. Alors, cette sensation de paix, là, cette émotion, ça va regrouper toutes les sensations positives, mais que vous mettez en énergie basse. C'est la plénitude, la zénitude, la quiétude, les gens qui sont dans la contemplation, dans ce genre de choses, où en fait vous êtes vraiment en position, en énergie basse, mais qui vous remplit énormément de l'intérieur. L'amour, la gratitude, l'amour inconditionnel, sorte de ça où vous ressentez quelque chose d'énorme pour vous, qui vous êtes, ce que vous vivez, et pour les gens qui sont autour de vous, ou pour le monde, pour la vie en général, quoi. Donc sentiment d'amour, de gratitude, qui vous pouvez vous sentir complètement rempli de cette gratitude là, jusqu'à avoir les larmes aux yeux là, d'avoir cette chance de vivre ce que vous vivez, d'avoir la chance de côtoyer telle personne, ou de pouvoir observer tel paysage ou telle chose, et ça vous touche très fort émotionnellement. Et puis vous savez, cette sensation de joie, et cette sensation de joie, du coup, ça vous met en énergie très haute, où là c'est vraiment l'enthousiasme qui monte, l'excitation, qui vous donne énormément d'énergie. La joie, c'est ce que je vois beaucoup chez les supporters, là, quand son équipe arrive à marquer un but ou gagner quelque chose, ça met dans une excitation terrible, quoi, une énergie immense. Alors moi, c'est pas là où je suis le plus du temps. Je suis beaucoup là, dans quelque chose où c'est une grande victoire, je vais ressentir beaucoup de plénitude et du coup mon énergie basse. Chacun son mode de fonctionnement, chacun sa manière d'exprimer la reconnaissance qu'on a d'une vie épanouie quand ses besoins sont respectés. Ok ? Et les gens qui sont dans ce type de choses là vont être beaucoup plus dans alors déjà on va être dans le plaisir. À partir du moment où on est dans le plaisir, on va être beaucoup plus créatif, on va être beaucoup plus productif, on va être beaucoup plus proactif et responsable de tout ce qu'on fait, de ce qui nous arrive. Ok ? Et ça, dans l'entreprise, c'est absolument primordial. C'est-à-dire que les gens qui nourrissent leurs besoins et qui sont dans ce côté-là du graphique, là, dans le plaisir, vont être des gens qui vont prendre des initiatives, qui vont se prendre en main, qui vont aller chercher les solutions par eux-mêmes. Alors que quand vous êtes ici,
Et les gens, si vous les aidez pas vous en tant que manager, si vous n'allez pas les chercher sur ce qu'ils sont en train de vivre au quotidien, vous n'allez pas pouvoir détecter tout ça. Parce que la plupart des gens ne savent pas exprimer leur frustration, ne savent pas exprimer leur agacement. Ou là, ils vous le disent, mais faut décoder. Parce que souvent, c'est beaucoup de non-dits. Du genre, ah, c'est encore une décision qui a été prise comme d'habitude. Ok. C'est-à-dire que là, la personne, vous sentez qu'il y a quelque chose derrière, mais elle vous dit pas vraiment quoi. Ou alors, on dit, ah, on en a ras-le-bol de vos nouvelles organisations. C'est qui le on? C'est-à-dire quoi ras-le-bol pour toi exactement? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que ça te fait vivre, cette nouvelle organisation? C'est-à-dire, allez chercher chez vos collaborateurs tous ces signes-là, verbaux d'abord, et allez chercher au niveau émotionnel qu'est-ce qui se passe chez eux. Demandez-leur, questionnez-les là-dessus. Et derrière, vous découvrirez leurs besoins. Vous verrez que, par exemple, quelqu'un qui se dit « Ah, on en a marre, on fait toujours la même chose. » C'est toujours pareil dans cette boîte. Ok, peut-être qu'elle a besoin intellectuel de nouveautés. Peut-être qu'elle a besoin de travailler différemment, de faire des nouvelles choses, d'apprendre des nouvelles procédures, des nouveaux savoir-faire, des choses comme ça. Elle a besoin de nouveautés. Mais demandez-lui. Demandez-lui. Allez chercher les gens là-dessus. C'est-à-dire que quand vous percevez les premiers signaux ici, alors je vais vous l'écrire, d'agacement, de frustration, agacement, frustration, ce sont des signaux hyper importants pour vous, pour pouvoir rebondir et les transformer en quelque chose de positif derrière. Là où il y a de la frustration, il y a forcément un levier pour retourner ça en positif, et derrière, il y a une motivation énorme qui est cachée. C'est-à-dire frustration égale motivation. Le truc, c'est que plus vous laissez la frustration grandir, plus ça va tomber dans l'agacement, dans l'agitation, dans la violence. Et à un moment donné, les gens qui sont ici sont dans la dépression, dans la démotivation, dans la déconstruction totale de ce qu'ils font, d'eux et des autres. C'est-à-dire que dans l'entreprise, si vous avez des gens qui sont ici, ils savent qu'ils ont quelque chose de super important, ils ont reçu un message super important de quelqu'un qui n'était pas là, et plutôt que de lui donner le message le plus vite possible, ils vont le laisser traîner sur leur bureau pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, ils vont dire avec un sourire grand comme ça, « Ah, au fait, je t'ai pas dit, il y a un tel qui a appelé, il voulait te dire ça. » Sauf que le contrat, il vous est passé sous le nez. Ok ? Ça, c'est de la déconstruction. C'est une forme de violence envers l'entreprise. Ça déconstruit. Ok ? Donc, en tant que manager, chef d'entreprise, votre rôle est d'utiliser cette zone-là et d'en faire quelque chose de positif. C'est là le levier de progression le plus important que vous avez dans votre management. C'est la détection de ça. Ok ? Voilà, donc ça c'était l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire comment transformer toutes ces émotions-là pour nourrir vos besoins et tomber dans quelque chose d'hyper positif. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous ferai une nouvelle vidéo dans 2 semaines, je crois, jeudi à 11h45 sur un autre thème de Management 3.0 pour que vous puissiez transformer vos résultats et augmenter l'engagement des gens qui sont autour de vous dans l'entreprise, car c'est le premier levier de développement qui est à votre portée. Voilà, écoutez, tous les leaders du Nouveau Monde, je vous fais des gros bisous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.